Bonjour David, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour cette interview Bonjour Jessica. et merci beaucoup de ta disponibilité parce que pour la petite anecdote, je vais vous raconter une chose un petit peu marrante. C'est qu'on a déjà fait cette interview, mais suite à une mauvaise manipulation de ma part, ça n'a pas été enregistré. Donc, deuxième round, et merci à David d'avoir accepté de renouveler l'exercice. Voilà. Et ben, je vais te demander de te présenter. Avant, je tiens à te dire pourquoi j'ai voulu te proposer cette interview. C'est que je suis tombée sur ton contenu et j'ai trouvé ta pratique super intéressante et tout à fait dans l'optique de ma conception du métier aussi. Et contrairement à d'autres praticiens, tu associes, comme je souhaite le faire aussi dans mon programme de développement personnel, thérapeutique, et en même temps une formation aussi, une initiation aux arts divinatoires et à la Wicca, tu associes les arts divinatoires, enfin la cartomancie, à la psychologie, au développement personnel, au bien-être, pour aider les personnes. Tu me coupes si je m'éloigne un peu trop de ta vision des choses. Mhm. Euh, mais ouais, c'est ce qui m'a plu, c'est que tu associes psychologie et tarologie. Tu utilises un petit peu les cartes un petit peu comme des tests projectifs pour éveiller à la conscience certaines choses que l'on peut avoir enfouies ou dont on peut ne pas forcément tout simplement avoir conscience, quoi. Voilà, Mhm. des mécanismes instinctifs, des mécanismes qui sortent du champ de la conscience tout simplement qu'on ne contrôle pas. Voilà. Tout à Allez, fait. maintenant je te laisse approfondir ta description. Alors, moi j'ai été dans le monde de la divination assez tôt, dans le sens où dans ma famille ça n'a jamais été tabou. Et ce qui fait qu'on en a facilement parlé. On a vécu beaucoup de choses paranormales qui reviennent souvent dans les dîners, les déjeuners. Donc je pense qu'on a une connexion par rapport à ça qui est relativement évidente. Pour autant, moi, ça restait plus un loisir plutôt qu'une croyance absolument affirmée. Je pars du principe qu'il faut toujours se questionner sur l'invisible, sur ce qu'on ne sait pas. J'ai un peu de mal avec justement les gens qui disent non mais moi, tout ce qui est ça, machin, c'est hors de question. Penser à l'astrologie, genre j'y crois pas, nanana. On a le droit de pas y croire, c'est bien de le dire juste pour s'affirmer, mais par contre, critiquer en partant du principe que c'est quelque chose de ridicule ou bête ou bizarre. Bon, moi, ça m'énerve un petit peu, mais voilà, c'est ma façon de voir les choses. Il faut de la tolérance, même sur les choses qu'on ne croit pas, qu'on ne voit pas. Enfin, en fait, on fait partir du principe que l'esprit humain, dans l'esprit humain, il y a un énorme gouffre dont on ne sait rien. C'est comme disaient certains philosophes, le savoir est un trou sans fond qui ne s'arrête jamais. Voilà. Plus je sais que je ne sais rien. Sauf que dans la divination, c'est pareil en fait. Je veux dire, dans tout ce qui est quantique, dans tout ce qui est enfin, plein de choses. En fait, il y a des choses qu'on ne sait pas, donc on caresse le contour, mais le centre est trop vibrant et inatteignable. Donc voilà. Et donc dans cette dynamique-là, moi, je me suis formé à plusieurs métiers. J'ai commencé par des études infirmiers, après j'ai fait des études dans le social, des études dans le social qui font que je suis beaucoup rattaché aussi au monde de la psychologie parce que pendant 3 années, j'ai énormément étudié la psychopathologie dans ce cadre-là parce que c'était spécialisé là-dedans. Après, j'ai fait des écoles de thérapie où je me suis formé à la pratique de l'association libre, à l'anamnèse. Donc, ce qui fait que je suis psychopraticien maintenant. Je pratique l'hypnose ericksonienne, la méditation de pleine conscience.
Et j'ai rajouté dernièrement une carte à, c'est pour le cas de le dire, c'est le cas de le dire, une carte à mes compétences, c'est la tarologie. Alors j'ai beaucoup bûché pendant 2 ans à apprendre les 78 cartes du tarot de Marseille. Très dur, parce qu'il faut vraiment bien apprendre. Et puis je me suis beaucoup rapproché aussi des 22 arcanes majeures, qui sont alors rattachés à la psychanalyse jungienne, donc un Gustav Jung, dont je suis un fervent défenseur et passionné, qui a utilisé les arcanes majeures du tarot de Marseille pour, comme tu disais, des outils projectifs. Outils projectifs pour, comme on le pense dans le terme, projeter son inconscient dans dans un objet, une personne ou un symbole. Et Carl Gustav Jung l'utilisait, lui, déjà pour une chose, c'est pour demander à la personne, par rapport à ce que vous vivez actuellement, qu'est-ce que ça dit de vous, cette carte que vous avez tirée. Donc alors, la première lecture, c'est ce que ressent la personne à l'approche de cette carte-là. Donc l'idée, c'est, j'ai tiré l'ermite, ok. L'ermite, pour moi, je me sens un peu seul parfois, mais parce que j'en ai besoin. Et parce que c'est bien, ma solitude, ça me ressource parce que je trouve que le monde est bruyant, par exemple, hein. Et bruyant pas que cognitivement, bruyant agressivement, voilà, de manière assez invasive, quoi. Et ok, très bien. Et l'ermite, si je vous disais qu'il avait, alors ça c'est le thérapeute, si je vous disais qu'il avait une dynamique très sage, très intellectuelle, très bienveillante. Ah oui, ça me parle aussi, effectivement. Et on continue à travers ça. Et donc moi j'ai ouvert mon compte de tarologie, de psychotarologie. Alors ça n'existe pas, mais j'ai créé le truc, quoi. Et résultat, voilà, je pratique sur ça dans mon cabinet assez rarement, mais c'est des patients qui me demandent, des consultants. Et en fait, voilà, sur TikTok, j'ai des demandes aussi, gens qui veulent par cet axe-là mieux se connaître. Et pour autant, je pars du principe aussi qu'il y a un peu de divination, parce que je pars du principe que quand on tire une carte, il n'y a jamais vraiment de hasard. Voilà. Est-ce que ça te parle? Ben oui, hein, en tant que cartomancienne, je vais pas dire le contraire. Et ben, ce qui est intéressant, c'est que je me reconnais pas mal dans l'évolution de ta carrière, de ce qui t'a amené à cette pratique. C'est que moi aussi, j'ai commencé par le milieu médical. Mm, Et c'est vrai que le milieu médical, il est assez limité quelque part. Il prend en charge un symptôme, il prend en charge le corps, la matière, mais c'est assez réductif. J'ai trouvé que ça manquait d'humanité, ça manquait de psychologie, ça manquait d'écoute, tout simplement. Parce que le corps, souvent, ben, les mots du corps, on le dit souvent, les mots MAUX, eh ben, ce sont les mots MOTS du corps. Il nous parle, il nous dit des choses. Et je trouve que c'est dommage que dans la médecine moderne, occidentale, on n'en tient pas assez compte. On va soigner un symptôme sans vraiment aller creuser la cause, le pourquoi du comment. Alors bien sûr, je ne vais jamais conseiller à quelqu'un d'arrêter un traitement ou quoi que ce soit, mais je pense que il y a une prise en charge à avoir globale de la personne. Ça doit se complémenter, mais on peut pas juste soigner le corps ou soigner l'esprit, le mental,
sans, on peut pas soigner le mental sans une touche de spiritualité, on peut pas soigner le corps sans tenir compte du mental. Pour moi, on est des êtres complexes avec toutes ces dimensions-là, et charnelles, intellectuelles, spirituelles. Et pour bien traiter la personne, pour qu'elle soit bien, il faut vraiment jouer sur tous les tableaux en même temps, quoi. Oui. Ce que Et tu... Oui, c'est vrai. Tu disais? ouais, c'est tout. Non, ce que tu dis, ça me fait penser à un livre qui m'a un peu ouvert les yeux sur le monde de la thérapie, c'est Bouddhisme zen et psychanalyse, qui retrace un peu mondialement, on va dire, en termes d'humanité, euh, la vision du soin psychique et de la préparation mentale, qui est vraiment clivée en deux. Euh, En Orient, on va faire attention à faire une place en soi pour accueillir le bonheur, et en Occident, on le crée. On le crée matériellement. On a des attentes précises et très compartimentées. Tandis qu'en Orient, voilà, il y a une vision beaucoup plus holistique de la chose. Comme tu dis, en Orient, on prépare l'esprit et le corps à recevoir l'existence. En Occident, on altère l'existence pour la pallier à notre vision du bonheur. Et donc, ce qui fait que moi, l'Orient m'inspire énormément parce que c'est une facette de l'humanité qui est très humble, qui est très ouverte. Ce qui fait que ça m'arrive parfois d'utiliser des proverbes bouddhistes. Il y en a un que j'adore, c'est quand un problème a une solution, s'inquiéter ne sert à rien. Quand un problème n'a pas de solution, s'inquiéter ne servirait à rien. Donc, en fait, c'est très positif tout ça et quand je tire les cartes, j'utilise beaucoup cette vision-là de dire ouais, alors vous vous trouvez solitaire, vous vous trouvez snob. Ah, d'accord. Mais est-ce que ça fait la totalité de votre vie? Est-ce que ça fait ce que vous êtes entièrement? Est-ce que vous accueillez une autre version de vous-même en vous? Est-ce que, à l'image d'un contenant, tout est plein chez vous et il n'y a rien d'autre qu'on puisse ajouter pour vous compléter? Ah bah si, effectivement, il y a un vide. Ah ok, ce vide il pourrait peut-être être fertile alors pour autre chose. Donc c'est vrai, alors on en parlait pour notre première interview, mais il y a quelque chose qui me tient à cœur aussi, c'est la vision du soin psychique, particulièrement en France. Il y a ce qu'on pourrait peut-être appeler la l'ubérisation avec le tout de suite. Et ça, c'est pénible. Parce que comme tu le disais, si justement avec la médecine, c'est que on traite un symptôme. Pourquoi on traite un symptôme? Parce que c'est facile et rapide. Sauf que derrière, si tu vois pas une vision holistique de la chose, peut-être que voilà, peut-être que ton diabète, il est pas forcément que lié à l'hérédité. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu manges, que tu bois, que tu sais pas mais qui est pas bon dans ton environnement. Peut-être qu'il y a autre chose comme des équilibres. Comme je disais tout à l'heure en Orient, il y a certains médecins qui sont payés que s'il y a des résultats. Et ça, c'est génial. Parce qu'ils ont à cœur aussi de trouver la vision holistique, comme dans Ouais, l'acupuncture. j'avais entendu dire qu'un bon médecin chinois, c'est un médecin qui n'a pas de patient dans son cabinet. Exactement. Bah oui, ou Parce qui que reviennent pas. s'ils reviennent pas, c'est qu'ils sont en bonne santé, quoi. Bah voilà. Alors que chez nous, on va dire, ah ben celui-là il doit être bon parce que sa salle d'attente elle est remplie. Ben ouais, Ah mais en non, c'est même tout temps, si les gens l'inverse. viennent et qu'ils sont toujours malades, Mhm. C'est un médecin ruiné. Un bon médecin est un médecin ruiné. Mais comme un bon thérapeute, hein. Bon thérapeute, c'est un thérapeute ruiné, hein. ben ouais, c'est aussi ma vision oui, de la thérapie, c'est que au bout du compte, c'est d'apporter à la personne, au consultant,
suffisamment d'outils et de ressources pour qu'il ait plus besoin de nous, finalement, en exactement. définitive. Si c'est pour le maintenir dans une forme de dépendance, ça c'est du passé Mm, malhonnête, c'est du charlatanisme. tout à Le fait. but, le but, c'est ben, que la personne elle ait plus besoin de nous, quoi. Que ce soit Exact. à but thérapeutique ou même à but de mieux-être, tout simplement, parce qu'il y en a qui sont pas forcément dans la souffrance, mais qui sont en quête d'évolution, de s'améliorer, eh ben, comme j'aime le dire à ces gens-là, euh, il y a un adage qui dit, si tu, euh, si tu veux nourrir quelqu'un, si tu lui apportes son repas, voilà, tu vas le nourrir une fois. Si tu lui apprends à pêcher, tu vas le nourrir toute sa vie. Mm, exact. Et c'est ça, ma démarche, c'est d'arriver à donner aux gens les outils pour être capable de se nourrir eux-mêmes, de trouver leurs réponses eux-mêmes, de trouver, de pouvoir identifier eux-mêmes leurs problématiques et au fil du temps, arriver à les résoudre naturellement sans avoir besoin de personne d'autre, quoi. Exactement. Non, non, c'est très parlant. Oui, donc c'est pour ça que je disais sur le fait que on veut souvent tout de suite. Et ça, c'est pénible parce que moi, je reçois des gens, ils me disent, moi, dès le début, je veux aller mieux tout de suite. Ben, oui, il y a une urgence, je comprends, il y a quelque chose de difficile. Et sauf qu'en Occident, on a un peu ce truc-là de, de devoir sans arrêt aller rapidement pour être quoi? Productif. Sauf que productif, ça sert à quoi? Enfin, tu parlais de pêcheurs tout à l'heure. Je sais pas si tu connais l'histoire de la critique du capitalisme occidental à travers l'histoire d'un pêcheur. Mhm. Justement, c'est cette histoire qu'en gros, c'est un homme qui vient pêcher, qui pêche et qui gagne sa vie en faisant de la pêche. Et il, euh, il va, il y a un homme qu'il rencontre et qui lui dit, mais vous savez, vous pourriez avoir beaucoup plus parce que vous êtes compétent en tant que pêcheur. Il lui dit non, mais moi ça va. Vous savez, ça me permet de profiter de ma famille, j'ai du temps, et puis j'aime ce que je fais. Voilà. Et le mec, il lui dit bah oui, mais moi si je vous offre un bateau plus gros, une firme, une boîte, avec des grands cargos, avec des gens à vos ordres, vous aurez encore plus de bénéfices, vous aurez encore plein de choses. Et vous allez pouvoir construire un empire où vous pourrez gagner des mille et des cents, être parmi les hommes les plus riches du monde, etc. Comme ça, vous pourrez avoir du temps et profiter de votre famille. Ah, mince, c'est déjà ce que vous faites. Donc, j'enseigne pas mal ce genre de choses avec mes consultants. C'est le côté, en fait, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose ici et maintenant qui va bien? Et on essaie de valoriser ça le plus possible dans la tarologie, dans tout ce qui est le plus humain possible. En fait, c'est l'humanisme, en fait. C'est l'humanisme, c'est finalement quelque chose de l'ordre de l'être humain à quelque chose en lui qu'il est capable de, de transformer pour aller mieux. Et c'est un peu la vision de Carl Rogers, même de Milton Erickson d'ailleurs, sur la vision de l'hypnose. C'est que c'est pas la personne qui anime l'hypnose qui fait que ça va mieux, c'est la personne qui elle-même accepte de se conduire en séance, d'écouter une personne qui va l'emmener quelque part, mais c'est elle-même qui s'emmène quelque part finalement. Et qui, sa propre pensée, on va dire même son propre cerveau et neurones, il y a une transformation, quoi. Et donc c'est pour ça que ça s'inscrit dans le temps, c'est pour ça que je dis ça, c'est que on dit souvent, moi je vais arrêter de fumer, je viens à une séance d'hypnose et puis basta. Alors, allez, moi je dirais, allez, 2 fois sur 3 ça fonctionne. Ou allez, 2 fois sur 5, peut-être, ça dépend des gens. Mais moi, ce qui me plaît vraiment, c'est d'ancrer un changement sur la durée pour qu'il puisse s'installer. Et justement, pour ne plus que la personne ait besoin de moi. Voilà.
Ouais, c'est super intéressant. Et souvent, on se rend compte aussi que ben, les personnes qui viennent consulter à but thérapeutique, à but d'aller mieux, de trouver des solutions à leurs problématiques, c'est souvent euh, des victimes quelque part, sans parler de gros traumatismes, de choses vraiment, pas vraiment compliquées, mais à plus ou moins grande échelle, 9 fois sur 10, elles sont les victimes d'un système qu'elles ont parfois accepté d'elles-mêmes, hein, sans s'en rendre compte. Une relation qui leur convient pas, un travail qui leur convient pas, elles subissent des attaques de collègues ou d'un partenaire ou une famille dysfonctionnelle. Enfin, et en définitive, elles viennent trouver des solutions à des problèmes qu'on leur a créés, Oui, exact. que d'autres Bah, leur ont créés, alors ouais, que c'est ces gens qui devraient travailler sur eux. exactement. Bah oui, les gens vont en thérapie à la place des gens qui n'en font pas. Même Pour les si gens on a... qui n'en font pas. C'est vrai, hein. Mais Mm. même si on a tous une part de responsabilité, ne serait-ce que dans le fait ben, de continuer à accepter, à alimenter les choses, bon, on a tous une part de responsabilité dans ce qui nous arrive. À un moment donné, on peut dire, bon, stop, ou bon, on peut toujours aller... mais quand même, il y a souvent, euh, il y a souvent quand même pas mal de personnes qui viennent alors qu'en définitive, ce serait à leur entourage, au moins à une personne de leur entourage de venir nous voir. Ah bah c'est clair. Mais bon, on peut dire à la personne que c'est pas elle le problème, mais en tout cas pas l'entièreté du problème. Ouais. Ça marche mieux. Déculpabiliser, c'est très important parce qu'il y a une culpabilité à l'heure actuelle, je trouve, qui est phénoménale. Tu parlais du tout de suite, ben c'est ça en fait aussi, c'est ben si t'es pas heureux, c'est un peu la chanson d'Angèle, là, je sais pas si tu connais, hein, il faudrait tout oublier. Mm. Ah, C'est ce ça, bonheur, je le veux, je l'aurai. Ben, c'est ça en fait. Le spin n'est plus à la mode. c'est ça. Il faudrait toujours avoir la pêche, toujours avoir le sourire, jamais être en colère. Ce qu'on appelle maintenant euh, la positivité toxique, quoi. Oui, exactement. Non, ben non, il y a des circonstances dans lesquelles c'est légitime de se mettre en colère. Exact. Il y a des circonstances dans lesquelles, oui, on a le droit d'être triste. Euh, Après, bon, il faut pas que ça dure sur la durée. Une fois que le deuil est fait de la situation ou carrément d'une personne, si malheureusement on a perdu un être cher, bon, dans le cadre d'un conflit, si on est en colère, bon, voilà, c'est légitime parfois. Après, ce qui est important, c'est que ça ne dure pas, que ça ne devienne pas de la rumination, que ça nous ronge pas alors que l'histoire elle est terminée depuis X temps ou qu'on ne reste pas sous antidépresseur à vie alors que ben, c'est normal d'être triste à un moment. Voilà, ben, on fait son deuil et puis ouais, après, il faut savoir aussi, mais je trouve qu'il y a des choses qu'on s'interdit, des Soupen, il faut pas souffrir, il faut pas. Ah ben t'es triste, ben vite prends un antidépresseur. T'arrives pas à dormir? Eh ben allez, prends un petit cachet, tu vas dormir. Alors que ça résout pas les problèmes, comme on disait tout à l'heure. Si t'arrives pas à dormir, c'est peut-être parce que t'as un boulot qui te prend la tête et que demain t'as pas envie d'y aller et tu rumines.
Eh ben, ah ouais, tu vas dormir, mais bon, tu vas prendre des cachets jusqu'à ce que tu sois à la retraite, ou tu préfères mieux pas, eh ben, faire quelques nuits d'insomnie, et puis finalement te rendre compte que ben, ce boulot, en définitive, il te veut. Ah, c'est parce que j'ai bougé C'est les quand tu mains. fais ça. Ben, que c'est nécessaire pour te rendre compte que ce mal-être, cet inconfort, il est nécessaire pour te rendre compte que t'es pas à ta place dans la relation ou dans le travail ou dans la tristesse, elle est nécessaire pour faire le deuil de quelque chose ou de quelqu'un. Eh ben ouais, et pour pouvoir ensuite, eh ben focaliser sur autre chose. Ben je pourrais jamais être ça ou j'ai perdu telle personne. Ok, ben d'accord, j'ai été triste un moment, bon ben voilà. Mais si on en sort, eh ben, je vais me remettre dans une autre relation où je vais, comme disait Freud, sublimer. Ben, je peux pas. Moi, je sais par exemple, j'ai pas pu être maman. Bon ben, je vais sublimer par la création artistique, par l'amour que je donne à ma chienne, par tout un tas de choses. Il faut arriver à accepter. Je trouve qu'on efface trop rapidement maintenant les douleurs. Alors, et effectivement, il faut pas que ça s'éternise. Faut pas que ça devienne handicapant, paralysant. Il y a des choses qu'il est normal de vivre et on est obligé de les vivre si on veut, après pouvoir passer à autre chose et se transformer et améliorer. Si on nous coucoune toujours, qu'on nous met les émotions, l'esprit dans une espèce de brouillard continu, on peut pas se rendre compte. En fait, ce qui nous a plongé là-dedans, ça existe toujours, mais on le voit plus. Mais on le voit plus. Et puis, quand on arrête le traitement, mon Dieu, mais j'ai passé combien d'années? Mm. Il faut, il y a des choses qu'il faut savoir accepter, laisser vivre, laisser filer. Et puis, une fois que ça s'est passé, ben, on repart. Ça nous permet de voir ce que l'on ne veut plus et ce à quoi l'on aspire aussi, de faire du tri. Bien sûr. Et puis 90% des gens qui prennent des antidépresseurs les prendront toute leur vie s'ils ne font pas de thérapie. Donc, c'est-à-dire que le but de l'antidépresseur, c'est de vivre des choses plus légèrement pour affronter ce qui fait mal plus facilement, comme les anxiolytiques, en fait. Ben oui. Ça ne sert à rien juste de pallier à ce qui est là. Si on C'est-à-dire change que, rien, ouais, non. si on retire pas la cause de la souffrance, ça sert à rien. J'ai souvent l'allégorie de, alors souvent là, on va dire que ce soit dépression ou émotion inconfortable. Je vais pas dire émotion négative parce que aucune émotion n'est négative puisque ça donne toujours un indice Elles sont de ce qui se toujours passe. nécessaires, hein, elles sont Ben toutes oui. utiles, hein. Eh bien, voilà, les émotions, les pensées, les choses même les plus difficiles, c'est des choses qui frappent à la porte très fort. Et nous, on veut pas ouvrir parce que ça fait trop mal. Et voilà, donc ce qui fait qu'on tient, on tient, on tient, on tient, on tient. Et en fait, bah, parfois, la chose en elle-même explose la porte et c'est la dépression. Parce qu'on ne comprend rien à ce qui se passe, tout est complètement mis sans dessous-dessous. Parfois, il y a de la tristesse, mais surtout, il y a du vide. Surtout, un sentiment d'abouli, de ne pas avoir envie de rien, de anédonie, on sent plus rien. Parce qu'on est complètement déphasé dans tout ce chaos. Et ce qui fait que les antidépresseurs, quelque part, moi, j'ai un peu l'impression que ils permettent de faire en sorte que ce qui tape très fort à la porte tape moins fort pour ensuite entrouvrir la porte, justement, en thérapie. C'est juste tu te contentes d'invisibiliser ce qu'il y a derrière, ça va exploser un jour. Souvent autour de 50 ans. Voilà, mais bon, c'est... Voilà, et comme tu disais, voilà, il y a une injonction au bien-être dans les sociétés occidentales, euh, parce que c'est la productivité. C'est je dois payer des impôts, je dois retourner au travail, je dois avoir une posture honorable en société. Je dois briller parce que je renvoie. Et comme quand on dit ça va.
Ben oui, ça va, parce que si ça va pas, tu vas pas m'écouter, et, en fait, tu vois. Sauf si tu as des super amis, ce qui est mon cas, mais voilà, et parfois, voilà, et même si tu dis ça va, ils sont capables de savoir si ça va pas. Donc, c'est important hein, de se dire, voilà, moi j'ai fait un épisode de mon podcast qui s'appelle Serum Psy, disponible sur toutes les plateformes. Voilà. Génial. Euh, En janvier. Non, pas en janvier, en décembre, sur les injonctions autour du bien-être. Et sur les réseaux, bah, tu vois sans doute hein, des gens qui te disent, voilà, il faut manger telle chose, il faut faire tant de sport, il faut faire des... J'ai même vu un truc, mais qui m'a... Je sais pas si tu as vu passer ça. Un bodybuilder qui s'est amusé à développer une technique pour traiter les traumas. Et donc, en fait, il se met comme ça et il doit ouvrir en grand, 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 grand la mâchoire, jusque-là, je crois, et c'est censé voilà, gérer les traumas. Sauf qu'en fait, il y a des gens qui vont faire ça, des gens qui vont avoir des techniques un peu, enfin, qui n'ont aucun fondement, qui vont croire qu'il y a un fondement, et qui vont se dire, bon, bah, je vais faire ça, du Est-ce coup, qu'ils n'auraient pas une forme de, tu sais, est-ce que ce serait pas associé à la programmation neurolinguistique, un truc comme ça? bah, probablement, mais en fait, j'ai cherché, hein, il n'y a pas de recherche contrairement à la PNL, Hmm. qui est quand même, il y a des tonnes et des tonnes d'études dessus Ou le qui MDR? fonctionnent. Ouais, le MDR aussi, ça fonctionne. Alors, faut que ce soit indiqué. C'est-à-dire que tu fais pas un EMDR pour quelqu'un qui se sent juste anxieux, sans aucune raison, entre guillemets. Si on part du principe qu'il n'y a pas de raison, mais en fait, le MDR, il faut savoir que l'indication première, c'est TSPT, Hmm. donc trouble Test du stress post-traumatique, qui date de 3 mois ou moins. Et ça, c'est la première indication. Si ton trauma, il date de plus de 3 mois, la mémoire traumatique, elle change doucement d'emplacement cérébral. Donc, quelque part, au bout de 3 mois, ben, en fait, oui, ça va fonctionner, la MDR, mais il faudra plus de temps, donc beaucoup plus d'argent, voilà, pour que ça fonctionne. Donc, c'est ça. Et en fait, la PNL, ça marche, mais il y a plein de techniques, en fait, qui sont proposées sur les réseaux, qui sont, alors, d'une part, pas forcément efficaces, de deux, culpabilisants parce que ça n'est pas forcément efficace, et de trois, ça n'encourage pas les gens à aller consulter des professionnels. Donc, c'est Et dommage. même avec des techniques qui marchent, Mm. qui sont prouvées et tout, euh, c'est pas forcé que ça marche pour tout le monde. Ben voilà, Moi, je culpabilisant. sais que ben, j'ai un TDAH, je suis neuroatypique, donc ben, il y a des choses que je pourrais prôner dans mon programme, comme des séances de méditation, des choses comme ça, pour des gens lambda, on va dire. Mais moi, en tant que neuroatypique, tu me fais faire une séance de méditation, mais Ah, ouais. c'est- ça va être plus oppressant qu'autre chose, quoi. Oui, 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 Et selon, enfin, pas forcément tout le temps, mais 9 fois sur 10, ça va pas me faire du bien. Ou alors, il faut que ce soit très court. ouais. C'est Voilà. culpabilisant. Mm. Et comme tu dis, ben, pendant longtemps, je me suis dit, mais moi, je suis dans la spiritualité et tout, ben, j'arrive pas à méditer, c'est pas normal et tout. Ben ouais, mais on a tous nos... Faut, faut pas croire, on essaye de normaliser, enfin, ouais, de faire des normes, des cases, mais tout ne fonctionne pas pour tout le monde. Euh, S'il y a certaines choses ben, qui peuvent paraître farfelues à d'autres, si à nous ça nous fait du bien, ben, pourquoi pas. Mm. Du moment qu'on se fait pas de mal et qu'on fait de mal à personne non plus, bon, Tout à fait. pourquoi pas? Bah, bien sûr. Moi, j'ai Si souvent on... j'ai souvent des patients, des consultants qui me disent, j'ose pas parler de ma spiritualité à ma famille, mais elle me fait tellement de bien. Et c'est triste. J'en ai plein des comme ça. Alors, quand je dis spiritualité, c'est toute forme, hein. Enfin, peu importe, hein. Mais je lui dis, mais ça vous permet de faire quoi la spiritualité pour vous? Ben, ça m'ouvre. Et ben voilà.
Est-ce que les personnes qui vous critiquent sont ouvertes? Bah non. Est-ce que les personnes qui vous critiquent ont développé des disciplines ascétiques d'une rigueur absolue avec l'existence et leur quotidien pour être dans une bonne santé psychique? Ah bah non. Ok, ben c'est qu'ils sont jaloux, ils n'ont pas trouvé ce qui les ouvre, ils n'ont pas trouvé ce qui leur fait du bien. Donc voilà, c'est pas le problème. Le problème principalement, c'est de juger. Si quelque chose fait du bien, voilà. Même l'astrologie, bon, l'astrologie, il y a des gens qui disent que il y a un énorme effet Barnum, etc. Bon, en fait, si ça te permet de développer une, euh, une forme d'esprit critique face à soi et aux autres, la seule chose, c'est qu'il faut pas que ça fasse comme l'énéagramme parfois. Je sais pas si tu connais l'énéagramme, voilà, c'est Jung qui a créé ça. C'est tout ce qui est test de personnalité en fait. Moi, par exemple, je suis INFJ, T, voilà, donc je suis, donc c'est, dans la nomenclature un peu populaire, c'est avocat. Donc ça veut dire que, Oui, j'en avais entendu parler de. Je sais pas si j'avais pas fait le test, bon, mais bah, ça dure je me souviens plus du tout. 15 minutes quand même, donc il faut y aller quand même, et c'est intéressant, c'est intéressant. Sauf que ça doit pas t'enfermer dans une case. C'est-à-dire que Mais bien sûr. ce que moi je vois de l'avocat, c'est qu'effectivement, avocat, c'est entre guillemets avocat du diable parce que j'aurais du mal comment dire, à accepter la peine de mort. Ça, c'est pas possible pour moi parce qu'il y a toujours un droit à la rédemption et qu'une personne qui a commis des atrocités, euh, ben, en fait, c'est qu'il y a tout s'explique. Parfois, c'est une psychopathologie. Parfois, c'est un parcours de vie chaotique. Souvent, c'est un parcours de vie chaotique avec une énorme insécurité dans l'enfance, avec peut-être même des agressions, des violences inouïes qui ont fait que la personne, l'enfant qu'il était, n'a pas du tout compris l'existence et les rapports humains. Pour moi, tout s'explique. Donc c'est ça la personnalité INFJT, c'est que je vais avoir tendance à pas avoir de rancune, à pas en vouloir aux gens pour ce qu'ils ont fait. Bien que je peux avoir de la Et colère, ça c'est c'est pas défini. parce que, comme tu dis, je pense qu'il faut pas rentrer dans des cases et se dire bon ben moi on m'a dit que j'étais ça et puis Hmm. on c'est pas parce que on a une caractéristique qui prime, on va dire, qu'après on peut pas avoir des traits de personnalité identifiables à d'autres voilà, à plus ou moins grande échelle. On est Compl- beaucoup plus complexe que ça, on n'est pas réduit à un seul stéréotype. Bien sûr. Ouais. Et tu peux changer d'ailleurs de personnalité. Tu vois, moi il y a 10 ans je l'ai fait. J'étais E, ENTP, je crois. Et quelque chose comme J'arrive ça. plus Enfin, à me c'est en rappeler. gros, c'est pas protagoniste, c'est inspirateur. Et je l'ai refait il y a 2 ans et je suis INFJ. Donc, en gros, ce qui s'est passé, c'est que je me suis trouvé. Et puis, j'ai arrêté d'écouter les autres et d'essayer de ressembler à un avatar que je n'étais pas. Donc, ce qui fait que, bah oui, ta personnalité évolue, mais elle n'enferme pas. Ce test ne doit pas enfermer. Au contraire, il doit te dire, en tant qu'avocat, par exemple, ah, t'as du mal à en vouloir aux gens? Ah ouais. Est-ce que tu serais pas un peu en train de supprimer en toi l'émotion nécessaire de la colère? Ah bah oui, effectivement, je m'autorise pas à être en colère. Je m'autorise pas à en vouloir aux gens. Alors qu'au final, c'est humain. Tu m'as blessé, il y a quelque chose en moi qui doit faire en Comme sorte que tu tu disais, t'éloignes. il y a des choses qui s'expliquent, mais le fait de pouvoir l'expliquer, ça, pour moi, enfin, après c'est personnel, hein, ça m'amène pas forcément à cautionner. Hmm, On peut, il y a des choses, oui, j'ai eu des, comme tu parlais, des psychopathes, j'ai eu des conversations des fois avec des amis, et je les ai choqués. Ah ouais, mais alors, t'arrives à le comprendre, pourquoi? Mais alors, tu trouves que c'est normal, c'est acceptable? Non, c'est parce que j'ai dit. J'ai dit que ça, d'un point de vue intellectuel, ça s'explique, ça se comprend. Ça ne exactement. veut pas dire qu'on l'accepte et qu'on le cautionne.
Ça tout veut à pas fait. dire que, oh bah oui, on devrait continuer à le laisser faire, voilà. Mais on peut trouver une explication, même si c'est pas, ouais, même si euh, les faits sont pas pardonnables, à vrai dire, mais on peut comprendre pourquoi. Bien sûr. Voilà. Et ça, j'ai fait un travail universitaire sur la question de la radicalisation islamique, justement à l'université. C'était mon travail de fin d'études. Et bah, du coup, déjà, mes tuteurs ont dit c'est un sacré morceau, donc fais attention à toi. C'était soit tout bon, soit tout mal, parce que c'est des sujets très sensibles. Et j'ai eu comme jury un anthropologue, anciennement éducateur spécialisé, qui fait de la télé, tout ça, qui est probablement, lui-même il le dit, peut-être même fiché S. Pourquoi? Parce que quand on essaie d'expliquer des comportements impardonnables, en fait, il y a confusion. Et C'est mis c'est pour dans le ça même que, sac, ouais. ouais, voilà. Comme tu disais, comprendre n'est pas pardonner. Comprendre n'est pas accepter. Comprendre, c'est faire en sorte que ça ne se passe plus en trouvant des façons de faire, en fait. Donc Souvent les c'est ça. mécanismes qui ont conduit à ça. C'est ça. Ouais. Et du coup, là, alors pour les épisodes de mon podcast, j'en ai fait un sur l'homophobie et un sur le racisme, qui se regroupent énormément. Et justement, par rapport à ce dont on parle, c'est la dynamique du rejet de ce qu'on ne comprend pas, de ce qui est étranger. Et en fait, alors bon, moi j'ai été extrêmement surpris parce que bon, quand je maîtrise pas bien un sujet pour un épisode, je me fusille de plein d'informations, d'études, de méta-analyses, etc. Pour être certain de ne pas dire n'importe quoi. Et j'ai découvert que il y a un adage qui dit que l'homophobe lambda serait soi-disant homosexuel refoulé. Et moi, je me dis, bah, c'est un adage, quoi. C'est un adage. Je me dis, c'est quand même un peu généralisant comme histoire, quoi. Ben Et ouais. ben non, en fait, au final, ben si, c'est pas si injuste, en fait. Et pour le racisme, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que tu rejettes l'étranger, mais tu rejettes en fait l'étrange en toi. Tu rejettes ce qui est D'accord. étrange en toi. Tu rejettes l'homosexuel, tu rejettes une partie de toi que tu ne veux pas avoir. C'est ça la projection. Et c'est très parlant, moi je trouve, hein, ces dynamiques-là. Ce que tu, voilà, et ce que disait Jung aussi. Alors je sais plus exactement en quel terme il disait ça. Ce que tu fuis te poursuit, quelque chose comme ça. Ce que tu ne veux pas avoir te domine, quelque chose comme ça. Voilà. Et en fait, c'est ce que tu fuis, c'est-à-dire que si tu fuis, par exemple, ton homosexualité, si tu fuis ta singularité en tant qu'être humain, parce que je ne connais aucune personne qui accepte sa singularité qui a un rejet pour les autres. S'accepter soi-même, d'abord, c'est accepter les autres. Et même quand on n'est pas d'accord avec eux. Donc, ce qui fait que c'est des paroles qui sont très humanistes, encore une fois. Mais en fait, savoir que l'inconscient régit beaucoup de choses. Et que quand tu le sais, voilà, c'est pour ça que je suis fan de Carl Gustav Jung, c'est justement, il tend vers l'individuation, sur aller vers le soi. Aller vers le soi, c'est plusieurs étapes. C'est reconnaître comment manifeste sa persona, son enveloppe sociale, pour savoir comment on s'intègre et comment on se dissimule. Reconnaître dans son inconscient son ombre et dialoguer avec lui. L'ombre, c'est tout ce qu'on a choisi de refouler, dans ce qu'on ne veut pas voir de soi, dans ce qu'on ne veut pas incarner en société. C'est ce qu'on appelle en spiritualité le travail de l'ombre, quoi, de Oui, l'obscur, exactement. le dark, Mm. le shadow work. Ouais. Oui. Et ben oui, c'est ça en fait, s'inspirer Mm. des travaux de Carl Gustav Jung. Ensuite, il y a aussi autre chose, c'est Oui, reconnaître. on a tous cette polarité. On a tous, on est toute la création est dualité de toute façon. Bien sûr. Tout.
tout notre univers est régi par cette dualité. Et on a tous les pôles, oui, on a tous la lumière et l'ombre, le bien et le mal, les polarités masculines et féminines. On a tout ça en nous, ça sert à rien de le nier. Comme tu dis, il faut faire un travail sur soi, l'accepter, pour arriver justement à ce que ce qui ne nous plaît pas, ce qui ne nous convient pas, eh bien, pouvoir avoir l'ascendant dessus, le canaliser pour en faire quelque chose de constructif. Bien Voilà, sûr, bien sûr. pour en faire quelque chose de beaucoup plus constructif et, euh, et qui puisse nous porter bénéfice, quoi. Oui. Et tu parlais de polarité, justement, ça réenclenche un peu donc l'individuation. C'est que il faut accepter qu'on a en nous aussi un inconscient collectif qui nous reconnecte aux autres. Et on a des archétypes. Alors, du coup, c'est intéressant de parler des archétypes parce que c'est dans l'inconscient collectif par rapport à la tarologie. Dans les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille, tu as l'archétype de l'homme, de la femme, du jeune homme, de la jeune fille, de la féminité, de la masculinité, de la force, de l'introspection, de Dieu, de tout ce que tu veux, en fait. Et en fait, ce que j'aime bien là-dedans, c'est que tu parlais d'homme et de femme. Euh, Carl Gustav Jung, lui, parlait de l'anima et de l'animus. Un homme a un anima, l'archétype de la femme en lui, et une femme a un animus, l'archétype de l'homme en elle. Après, moi, en séance, je finis quasiment par ne plus du tout parler de masculin, de féminin, mais d'anima et d'animus. Parce que, justement, ce serait de plus en plus injuste avec les progrès sociétaux, de dire qu'il y a qu'une femme se, se- ne se réduit qu'à l'empathie, l'écoute et la bienveillance et la douceur. Et l'homme à l'action, au défi et à la poigne, à la force mentale, parce que c'est très injonctionnel, culpabilisant, et tu te dis, bah, moi je veux beau être une femme, je suis parfois pas douce, hein, et parfois pas empathique parce que j'ai pas envie, et parfois j'ai envie d'agir en fait. Donc ce qui fait que, ok, ben non, non, c'est peut-être parce que votre animus, tout simplement, pas votre part masculine, votre animus. Votre animus qui domine parfois, parce que voilà, vous êtes une femme initialement, puis là il y a ça. Ok, ouais, vous n'avez pas envie d'être l'archétype d'une femme. Parce que c'est ça, hein. Les archétypes servent à ne pas en être un, à ne pas devenir un archétype. C'est horrible. La- devenir un archétype, c'est la pire chose pour moi qui puisse être dans la vie. C'est l'uniformisation. C'est une horreur. Là, on va pas du tout vers soi. C'est la quête d'individuation, aller vers le soi. Donc c'est ça, en fait, ce que je recherche le plus dans la tarologie, dans mes pratiques. Et Jung était extrêmement influencé par l'Orient et l'Occident en même temps. Donc, ça qui est beau, quoi. Le- Ce que tu décris, c'est en Orient, on dirait le yin et le yang, quoi. Ouais. Ça relève plus de l'ordre de l'énergie, et puis on a les deux en soi, comme on le disait tout à l'heure. On possède ces deux axes. Alors après, à plus ou moins grande échelle, selon les circonstances, on le voit quand on est au travail, quand on est dans le privé, il y a des femmes, je suis sûre qu'au travail, eh ben, elles se comportent de façon très masculine. Mm, Et puis dans le privé, elles vont être vraiment des mamans gâteaux, des épouses, des amantes super tendres, super câlines. mm. Alors que dans le domaine pro, elles vont être corporate, elles vont être directives. Ouais, c'est un équilibre. Voilà.
c'est en fonction des circonstances, en fonction des besoins, un peu comme un vêtement qu'on met, voilà quoi. On Mhm. va pas s'habiller pareil pour faire de la randonnée et pour aller Mhm. Oui, et à puis un on est, gala. c'est ça. Et puis on n'aime pas, enfin, on n'aime pas. On est un con. Certaines personnes n'aiment pas que les choses changent. Voilà. Euh, Moi, je reçois des hommes parfois qui sont complètement décalés dans l'avancée de la société, des mœurs nouvelles, qui placent la femme un tout petit peu plus au centre alors que l'homme l'est depuis beaucoup trop longtemps. Et il dit, bah moi je suis déphasé par tout ça. Je dis, bah c'est bien d'être déphasé, faut être perdu pour se trouver. Donc là, l'idée, c'est que en voyant la femme s'émanciper, alors il y a encore beaucoup de boulot, parce que voilà, mais peut-être que ça peut vous encourager à sortir d'une posture qui est préconstruite à votre place. Peut-être que vous n'avez pas envie d'être l'homme qui rentre tous les soirs à 20 heures, qui connaît pas ses enfants, qui n'est pas empathique, qui pleure jamais. Peut-être que vous n'avez plus envie d'être ça parce que vous ne l'êtes pas, en fait. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau, c'est de sortir un peu des carcans et découvrir qu'on est complètement autre. Et il y a des hommes qui découvrent ça à 50 ans. Et c'est formidable parce que c'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard. C'est beau même, je trouve. Ça pourrait presque me donner envie de pleurer, de voir des personnes éclore après tant d'années à devenir, enfin, des avatars, quoi. S'autoriser à être soi-même, quoi. Ben oui, Enfin, voilà, c'est ça, d'autoriser la liberté d'être soi-même, quoi. exactement. C'est magnifique. Après, ouais, comme tu disais, on peut adopter, selon les circonstances, une certaine posture, un certain, voilà. Et comme tu le disais tout à l'heure, l'important, c'est d'avoir conscience qu'on ne se réduit pas à ça, de pas s'identifier à ce rôle-là. Mm. C'est juste dans un cadre, c'est juste à un moment donné, c'est juste, on se réduit pas à ça, on n'est pas identifié à ça à 100%, quoi. Ça, c'est ça. C'est, Et ça me rappelle un truc que j'ai lu l'autre jour, qui expliquait pourquoi on avait parfois des hommes qui disaient, ben ouais, moi je trouve que c'est la société paravolo. Avant c'était mieux. Avant c'était mieux. Bah oui, avant c'était mieux pour toi. Bah oui. Parce qu'en fait, dans le modèle qu'on a eu dans les années 60, 70, parfois 80, un peu moins 80, c'est que on promettait aux petits garçons, bah tu vas voir, si tu suis les pas du papa, tu domineras le monde et tu seras et la femme sera à ton service et voilà. Sauf que arrivé à l'âge donc, que les parents avaient, voilà, que le père avait avec sa posture patriarcale et on lui donne pas ce rôle, il se dit bah elle est où ma récompense? Il est où le Saint Graal qu'on m'avait promis parce que sous prétexte que j'ai un pénis? Voilà. Et donc en fait ça convient pas. Sauf que en fait c'est biaisé parce que quelque part ben un homme peut pleurer, un homme peut s'asseoir autre part qu'en bout de table, un homme peut souffrir et dire qu'il va pas bien. ben, bien sûr. Un homme peut moins gagner sa vie que sa femme. Un homme peut s'occuper des enfants. Et, euh, et en faisant ça, si tu acceptes ça, tu acceptes aussi tout un tas de choses qui, en dehors même des normes, c'est waouh, mais ça se trouve, en fait, j'ai un truc en moi qui me donnerait envie d'élever des moutons dans les alpages. Voilà, en fait, c'est ça. Ah ouais, pourquoi pas? Et pourquoi pas? En fait, on est dans des déterminismes sociologiques et psychologiques. Sauf que nous, je pense que toi, ce que tu fais et ce que je fais, je trouve que ça regroupe bien ça. Aller vers soi, sortir des carcans. Reprendre, moi j'aime bien le terme, reprendre sa souveraineté, reprendre Exactement. son pouvoir sur sa vie, sur ses décisions.
sans se laisser parasiter par toutes les injonctions, soit de l'éducation, soit de la société, euh, et être plus libre tout simplement de se choisir, quoi, sans trouver sa propre voie, trouver ses propres réponses. Et c'est ça qui est bien dans la pratique de la magie, de la Wicca, c'est que ça te, ça t'oblige, même dans même la cartomancie, même les arts divinatoires, quand tu vas poser une question ou si tu veux construire un rituel, ça t'oblige à réfléchir. Qu'est-ce que je veux? Quel résultat je veux? Quelle réponse je veux? Ça t'exige à bien formuler ta demande, ta question ou ce que tu réclames lors de ce rituel. Ça t'oblige à avoir les idées claires et à avoir une vision plus claire de la situation. Et déjà, rien que ça, quel que soit le résultat de ce que tu vas faire, peut-être que la réponse, elle va être erronée ou elle te parlera pas. Peut-être que ton rituel, tu vas le faire, mais ça aura pas marché. Mais déjà, ça t'aura appris, malgré tout, ça t'aura appris à faire le tri dans ton esprit, dans tes pensées, dans tes émotions. Pourquoi, qu'est-ce qui me pousse à poser cette question? Qu'est-ce qui me pousse à vouloir, à demander, à faire cette demande à l'univers, à Dieu, peu importe nos croyances? De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce que ça... Et puis ça t'oblige à te centrer dans une démarche aussi, euh, parce que on estime que dans la Wicca, on estime que chaque chose que l'on fait, c'est comme une toile d'araignée. Et chaque coup que l'on donne, ça a des répercussions sur toute la toile. Mm. On est, on est tous interconnectés. Et on estime que chaque demande que l'on fait, ça a des répercussions. Donc ça t'oblige à te responsabiliser, à dire si je demande ça, quelles conséquences ça va avoir? Est-ce que ça, est-ce que ça prend en compte le libre arbitre de l'autre ou pas? Est-ce que ça ne concerne que moi ou est-ce que ça va impacter aussi mon entourage ou quelles répercussions ça va avoir? Où je me situe? Si ça a des répercussions néfastes, est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Après, chacun est libre avec sa conscience. Mais bon, moi, je pars du principe que dans une bonne pratique éthique, on ne doit pas interférer avec le libre arbitre d'autrui. Tu peux demander à accueillir l'amour plus facilement, à être plus réceptif, à ce qu'on te remarque plus, à attirer la personne qui te conviendra le mieux. Mais tu vas pas dire, bon, mais telle personne, je vais la marabouter pour, non, ça, non. Voilà. On ne cible personne, ça, ces démarches, en définitive, si t'es novice et que ça marche pas et que c'est pas grave, déjà ça t'a aidé à clarifier ce que tu veux plus, comment tu veux les choses, quelle est ta conception du bien, du mal, euh, à pouvoir te regarder aussi dans une glace, à te dire, bon ben, ça c'est moi, c'est vraiment c'est ce que je veux, c'est ce que j'incarne quand personne me voit. Enfin, voilà, quand je suis seule avec moi-même, avec mes principes, avec mes valeurs, voilà qui je suis. C'est pour ça Et que c'est retrouver aussi son pouvoir divin quelque part. Parce que on parlait tout à l'heure de polarité,
Pour moi, des multidimensions de l'être, le charnel intellectuel et le spirituel, pour moi, on a tous une part de divinité en nous. Oui. On a tous une part de divin. Et ces pratiques-là, elles nous permettent de nous y reconnecter, de reprendre notre pouvoir souverain. Et c'est ça, lors d'un rituel d'ailleurs, on peut travailler avec des entités, avec des dieux de certains panthéons, peu importe. Dans la Wicca, elle est très ouverte. Mais en définitive, ces dieux, c'est plus des représentations, des archétypes, comme tu disais tout à l'heure, de ce que l'on cherche à incarner, de ce dont on en a besoin pour, pour obtenir le résultat que l'on cherche. Mhm. Si on cherche une relation amoureuse, harmonieuse, et ben on va incarner les énergies de Vénus, de la déesse Vénus. Si on cherche à régler un conflit, à s'affirmer, à pouvoir se faire respecter, eh bien on va demander à incarner les énergies d'un dieu de la guerre. Enfin bon, Res. voilà. Mais ça, c'est plus, à mes yeux, on va pas, c'est pas, on va pas vénérer. Enfin, moi, c'est ma conception des choses. Pour moi, on vénère pas une entité, une déité en soi. On, on absorbe plutôt les énergies de cet archétype, de ce que représente cette figure. Et, lors d'un rituel, c'est ça en fait, c'est retrouver sa divinité. On incarne ce dieu ou cette déesse, ou on l'incarne pleinement. Et on se rend compte que c'est notre propre pouvoir qu'on réveille. Mhm, mhm. Ouais. Même, même on parlait tout à l'heure de guérison, enfin, on parlait de thérapie, de médecine, même les miracles. Moi, je crois aux miracles, mais je pense que ce qui sauve les gens dans les miracles, d'ailleurs, il y a je pense que ça doit continuer, hein. J'avais vu un documentaire sur Lourdes. Il y a Mhm. un comité de médecins qui analyse chaque dossier de soi-disant miraculé pour déterminer si vraiment il y a un miracle ou pas, si la guérison elle est explicable ou pas. Et donc il y a quand même des miracles qui sont avérés, hein. Mhm. Et pour moi, c'est la personne elle-même qui se guérit par sa foi. Alors, elle a une foi tellement grande en Dieu, elle va penser que la guérison, elle vient d'un élément tiers à l'extérieur qui, à mes yeux, c'est sa propre part de divinité, c'est le fait c'est sa foi, sa conviction qui fait que la personne se guérit elle-même en définitive. Mhm. Ouais, puis Carl Gustav Jung appelait ça le numineux. Le numineux, c'est, disons, une expérience concrète ou non, qui parle d'une élévation produisant une transformation puissante. Lumineux, c'est vraiment la divinité, le divin en soi, c'est ce que tu disais un peu, voilà, c'est quelque chose que j'ai réussi à comprendre de moi, mais autre part que par uniquement la thérapie, l'introspection, c'est quelque chose qui s'impose, que j'ai pas forcément demandé, ou parfois demandé, mais c'est rare. C'est parfois sous la forme d'un émerveillement, un émerveillement immense. Ça peut être l'exemple, par exemple, d'une personne qui va rêver d'une pièce sombre et soudain il y a une porte
qui s'ouvre comme un Deus ex machina et paf, il y a une lumière énorme qui envahit la pièce et il y a une sensation, une émotion énorme qui se manifeste, qui se retranscrit au réveil et on a l'impression d'être enveloppé dans un amour inconditionnel et on a plus confiance en soi. Voilà, et en fait, pour moi, le lumineux, il se manifeste plus quand tu fais ce travail justement, d'aller vers soi. Il se manifeste plus quand tu réassembles toutes les parties de toi et aussi quand tu t'ouvres enfin à la dynamique de la synchronicité. Et synchronicité, c'est pas forcément ce qui arrive, c'est ta réceptivité à comprendre ce qui t'arrive. Après, dans tout ce qui est divination aussi, il y a les synchronicités. Mais dans la vision de la psychanalyse, voilà, Jung en parlait avec sa patiente qui avait rêvé d'un scarabée doré, qui avait l'impression que il renfermait tout le savoir sur elle, etc. Et que au moment d'expliquer ça, un scarabée doré se posait sur le bureau de Carl Gustav Jung. Ça, c'est la synchronicité. Et en fait, c'est le fait de se dire, OK, il y a ça qui se passe, c'est des circonstances acausales, mais qui pourtant interviennent au même moment, et ça marche. Et du coup, c'est se dire, pourquoi il y a eu ça? Pourquoi il y a eu ça? Qu'est-ce que ça vient m'enseigner pour me transformer? Et, euh, et on parle des synchronicités en séance, et étonnamment, plus on en parle, plus la personne en a. Mais c'est comme, tu vois, c'est pas, il y a un effet comme ça, pas le biais de confirmation, mais ça y ressemble un petit peu. Quand tu achètes une Twingo rouge, t'en vois partout. C'est vrai. Voilà. Donc, la synchronicité, c'est un éveil. C'est que si tu te poses une question un matin en me disant, j'aimerais bien savoir si cette personne est bonne pour moi quand même. Et ben dans la journée, peut-être que tu vas avoir une réponse sous la forme d'une feuille morte qui va tomber d'un arbre juste devant toi. Ah bah non, en fait, elle est peut-être pas assez bonne pour moi. Peut-être que j'arrête. Ou alors tout l'inverse, il y a un rayon de soleil qui va t'arriver pile poil au niveau des yeux. Eh ben, c'est que tu es clairvoyant sur cette vision de cette relation. Voilà. Et justement, ça peut t'inviter à réfléchir à cette relation. Ça peut t'inviter à réfléchir sur toi. Ça, j'adore dans ces visions-là. Et On peut les diverses. provoquer, on peut les provoquer, on va dire les présages, Hmm. poser une question et dire, bon, ben, choisir quelque chose, se fixer, voilà, si, par exemple, si je vois tel animal, que ce soit en vrai ou une représentation, un dessin dans une pub, un machin, un truc, si je vois tel animal, c'est que ben, c'est la réponse à ma question. Voilà, c'est que c'est oui ou non. Alors après, il faut choisir quelque chose de pas trop commun non plus, parce que si tu dis, bah, si je croise un chien, c'est que oui, bah, tu vas sortir de chez toi, bon, bah, il y a de fortes chances pour que tu croises un chien. Après, il faut que ce soit quelque chose d'un peu moins commun, sans que ce soit non plus trop, enfin, impossible non plus. Un extraterrestre. Voilà. Et encore que, bah, faut Pourquoi voir pas? une pub avec des extraterrestres. Oui, c'est vrai. Il y en a une là en ce moment là, avec des extraterrestres violets là. Ouais, oui, c'est vrai. Moi, ce que j'aime faire aussi, c'est les chansons. Je mets une station de radio et je dis, ben, la prochaine chanson que je vais entendre en français, parce que bon, l'anglais, je le maîtrise pas vraiment. Mais la prochaine chanson que je vais entendre en français sur cette radio, ben, sera la réponse, les paroles seront la réponse à ma question. Ah, ça fait Et penser puis, à et puis Natacha j'adore. Calestrémé. Ça fait penser à Natacha Calestrémé, tu connais? Ah non, c'est... Alors, je sais plus exactement ce qu'elle est. Euh,
ah, peut-être médium, voyante, je ne sais plus. Et elle a développé une technique pour parler à ses anges. Et en fait, bah, moi, donc, j'ai une grande bibliothèque derrière moi, et il y en a aussi derrière, aussi des livres. La bibliomancie, non? Ouais, ça fait un peu ça, c'est qu'en gros, tu te connectes à toi, premièrement, et tu poses une question et tu dis oralement ou dans ta tête, mon ange, euh, euh, mets entre mes doigts une réponse que je souhaite obtenir. Et tu fermes les yeux et tu cherches ce qui vibre le plus dans tes doigts et hop, tu prends le livre, tu Au l'ouvres hasard et au hasard et tu mets tes doigts et en fait c'est à gauche, je crois. Tu mets à gauche ou à droite, c'est ce qui vibre le plus et en fait la réponse c'est sous ton pouce. Voilà. Et, euh, et c'est marrant parce que moi je l'avais fait et en fait il y a ce qui est assez drôle c'est que j'ai toujours eu l'impression, enfin je l'ai fait une première fois. Et je suis tombé sur un livre en anglais. Du coup, j'ai eu du mal à le comprendre, voilà, parce que bon, je parle pas couramment anglais, mais j'ai réussi à traduire quand même, bien tant bien que mal. Et ça parlait d'une personnalité qui était très euphorique, très solaire, mais avec une immense tristesse quand même. Enfin, c'est bizarre. Je me suis dit, tiens, d'accord, parce que je voulais savoir qui était mon ange, quoi. Et là, je refais, bon bah, du coup, j'aimerais bien que tu me donnes ton prénom. Et du coup, je refais le truc et tout. Et là, je tombe sur Charlie Chaplin. Et je dis, tiens, ok, anglais, Charlie Chaplin et tout. Et c'est vrai que enfin, moi, il m'a vachement inspiré, Charlie Chaplin. Enfin, c'est mes tout premiers fous rires d'enfant. Et donc, je me dis, tiens, c'est marrant. Alors, peut-être que c'est peut-être pas Charlie Chaplin, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui s'appellerait Charlie et qui est un peu comme lui. Ou peut-être même c'est lui, enfin, je ne sais pas. Donc, voilà. C'est un peu ça, en fait. souvent, moi, je suis très sensible au texte et des fois, même sans comprendre les textes, ça m'est arrivé à des périodes de ma vie d'entendre des chansons en anglais, ou de me dire, mais punaise, je ressens une émotion là, mais un truc de dingue, ça me fait écho. Et si je recherche la traduction, ben, en fait, je comprends totalement pourquoi ça résonne, quoi. Bah oui. C'est exactement ce que je suis en train de vivre. Alors que, on va dire, intellectuellement, j'ai pas traduit, je savais pas Forcément. ce que voilà, je savais pas ce que la chanson racontait. Mais, euh, mes émotions l'ont capté. Mhm. Ouais, C'est exactement ça. Mhm. C'est ça qui est beau. ouais. Enfin, oui, bon, c'est un peu. Bon, alors, ben, je sais pas, ouais, ça fait un petit moment qu'on discute. Et On oui. arrête quand tu veux, moi je suis encore dispo. Ouais, non, Si moi, tu veux, faut pas que je tarde. si tu veux ben, nous parler un petit peu, faire un petit peu ta promo, quoi, dire où Ouais. tu te situes, comment tu travailles, en cabinet, à distance, voilà. Moi, Vas-y, je ça te laisse. fait, merci. Ça fait 2 ans et demi que je suis installé à mon compte dans le quartier des Prébendes, dans la ville de Tours, Tours, dans le 37. Euh, donc, on peut me trouver facilement sur Internet. Vous tapez David Caillot, psychopraticien, vous trouvez mon site, ma fiche Google et tout ça. Je pratique donc l'hypnose, la méditation de pleine conscience. Je fais aussi des groupes. Là, samedi, là, j'ai organisé une matinée entière sur la question du arrêter de vouloir toujours aller bien, avec méditation, hypnose, des groupes de parole. Voilà. J'organise aussi des groupes avec le centre LGBT. J'organise voilà, des groupes dans des cafés. Il m'arrive parfois un peu de former des gens. Et, euh, et je suis donc psychotarologue, donc tarologue de la tarologie du tarot de Marseille, sur TikTok.
s'appelle psychotarologue. Et c'est tarot de l'inconscient si vous ne trouvez pas. Voilà. Et donc là, vous allez trouver des vidéos qui vont vous permettre de vous trouver. Et l'avantage des vidéos, c'est qu'elles sont intemporelles. C'est que vous allez peut-être instinctivement cliquer sur une vidéo par rapport à ce qu'elle vous fait en termes d'image et vous allez rencontrer une partie de vous. Et vous allez travailler sur vous systématiquement sur chaque vidéo. J'utilise le Dixit aussi pour que vous puissiez vous interroger sur ce que vous ressentez par rapport à une image entièrement subjective. Et j'utilise aussi deux types de tarot. Le tarot de l'ombre, c'est uniquement avec les arcanes mineures, c'est pour identifier un petit peu, on va dire, les dynamiques reliées avec des comportements, des émotions, des influences. Et D'accord. j'utilise un autre tarot de Marseille qui est magnifique, un tarot bleu, doré et blanc, qui m'a tout de suite parlé, qui est avec des grosses cartes. Avec justement, ce que j'aime bien dans ce tarot-là, c'est que les images sont douces. Même le diable, il est doux, c'est étonnant. Voilà, et ce qui fait que c'est pas agressif. Et c'est limite un peu enfantin dans la bonhomie des visages. Et il est très sérénisant ce jeu. Donc voilà, et donc j'utilise ça. Et ça m'arrive aussi de faire des vidéos sur TikTok de petites hypnoses qui fonctionnent très bien. Les gens, ça les soulage vraiment beaucoup. Euh, et voilà, et ça m'arrive aussi de développer des concepts de psychologie générale et alternative, comme le cadran d'Hoffmann, le cube japonais. Voilà. Donc peu importe votre envie, vous trouverez des choses. Alors, tu seras en mesure d'apprendre l'auto-hypnose ou pas du tout? Ouais, ça Ouais, c'est dans les cartons. d'accord. Je vais montrer aux gens Ça, comment on peut ça s'auto. pourrait être ça pourrait être sympa de faire une mini formation là-dessus. Ben oui, clairement, Ouais. clairement. Qu'est-ce que j'allais... Bah écoute, merci. Ben, moi, je vais me présenter aussi à ta Oui, communauté qui me connaît. Je pense pas ah, qu'elle elle me connaît peut-être, peut-être mhm, certaines, peut-être non. mhm. Ben, moi, c'est Jessica, d'Émissif Céleste. L'Émissif Céleste, c'est une entreprise que j'ai montée. Vous pouvez me retrouver sur l'émissifcéleste.fr. Alors, je suis cartomancienne, donc je propose des consultations privées à but de divination. Mais je suis en même temps, parce que j'ai fait des études de psycho, hein, je propose pas ça de façon, ça m'est pas venu comme ça. Je propose aussi du coaching, des accompagnements. Je préfère le terme d'accompagnement individuel à court terme ou un programme qui est un peu qui peut durer autant qu'on le souhaite, hein. Un programme qui est un mixte entre développement personnel, thérapie et en même temps initiation, formation aux arts divinatoires, à la Wicca, il y a des séances en direct comme ça. Il y a des cours en ligne, voilà. Enfin, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse à contacter, voilà. Et sur l'émissioncéleste.fr, vous avez aussi le Céleste Shop. Donc là, vous trouvez toutes mes prestations et vous trouvez aussi les produits physiques que je fais. J'ai fabriqué mes propres runes dont je me sers pour répondre aux questions chaque soir sur TikTok, aux questions de mes abonnés. Et vous pouvez vous les procurer sans le boulier, mais vous pouvez vous les procurer. Il y a ça, il y a des bijoux de lithothérapie, il y a des amulettes avec des amulettes runiques
Je choisis une rune, celle qui est la plus adaptée à votre besoin. Et derrière, alors je la grave sur mon petit médaillon en bois. Et derrière, je mets vos initiales et votre date de naissance pour que les énergies soient vraiment focus sur vous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Et bientôt, j'ai comme projet, là, j'ai commandé des petites plaquettes de bois en forme de cœur et rectangulaire. Et j'ai l'intention de créer mon propre oracle général et mon oracle sentimental en bois, pyrogravé. Donc voilà. Bientôt, j'espère que ce sera bientôt disponible. Voilà, voilà. Et peut-être que je ferai un tarot aussi. Pareil, en bois, sur des petites plaquettes de bois pyrogravées. Bien. Voilà tout ce que je propose. Beau Eh bien, programme. merci. Merci beaucoup. Merci à toi, Allez, Jessica. on va À, couper. Et à puis, bientôt. merci à ceux qui ont eu la patience de nous écouter. Merci. Voilà. Au revoir. Au revoir.